Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en continu la lecture de l'État nous rend-il meilleur par Ruven Augien. On est toujours dans le chapitre sur l'éternel retour de la morale à l'école, donc toujours dans le chapitre 7, deuxième partie du livre. On arrive maintenant à la partie la plus importante de ce chapitre qui est le but idéologique du retour de la morale à l'école. On a déjà évoqué vers la fin de la dernière vidéo qu'il s'agissait en fait de faire culpabiliser les pauvres de leur situation. La morale à l'école est un instrument idéologique pour maintenir l'ordre social et surtout les inégalités, puisqu'on vient de voir la semaine dernière que c'est un programme qui est complètement obsolète en termes de pédagogie, complètement confus et incohérent. On ne peut que se poser des questions sur ses motivations. Pour Augien, en fait, les motivations de ces programmes sont claires. C'est la guerre aux pauvres. Il y a d'autres motivations qui sont tout aussi condamnables. C'est les motivations politiciennes régulièrement dénoncées par les syndicats, et on va voir quelques-unes un peu plus loin. Mais celles qui nous intéressent, les motivations qui nous intéressent le plus en fait dans ce chapitre, c'est les suivantes. Il y en a d'autres plus idéologiques qui visent à blâmer les victimes et à continuer la guerre aux pauvres à laquelle la droite conservatrice n'a en réalité jamais renoncé. Donc ici, Augien, il fait suite à son livre « La guerre aux pauvres commence à l'école ». Comme on a dit, en fait, la droite conservatrice, cherchant à maintenir l'ordre social et ses privilèges, doit toujours s'attaquer aux pauvres pour discréditer leurs réclamations. Ces attaques, ça peut être le harcèlement incessant contre les bénéficiaires de revenus sociaux, ça peut être des insultes comme des accusations d'être le cancer de la société, comme des insultes d'être des parasites, des profiteurs ou des fainéants, des paresseux responsables de leur propre malheur du fait de leur immoralité. Parce que le pauvre, s'il est pauvre, c'est parce qu'il est immoral, bien sûr. Et ainsi, l'introduction de la morale à l'école n'est pas une action différente des actions de Jules Ferry qui colonise pour amener la civilisation. Les programmes d'introduction de la morale à l'école se présentent comme salvatrices. On va sauver les enfants en leur inculquant les bonnes valeurs pour qu'ensuite ils ne finissent pas pauvres. De la même manière, le colon va inculquer les bonnes attitudes, les bonnes consciences aux sauvages pour qu'ils puissent sortir de leur ignorance et de leur existence similaire à des bêtes. Voilà en fait, si t'es pauvre, c'est parce que tu es immoral. Mais ne t'en fais pas, l'homme blanc derrière son mépris est assez indulgent pour te donner les moyens de développer la morale qui te manque. Voilà à quoi se résume la guerre aux pauvres. Elle part d'une fausse identification des causes de la pauvreté. C'est pour des raisons morales et culturelles aussi, parce qu'on va voir ça dans un instant, que le pauvre est pauvre. Rien à voir avec un système défaillant de redistribution des richesses. Citation. Philosophiquement, cette guerre aux pauvres s'exprime dans les tentatives d'expliquer la situation des plus défavorisés par des déficits culturels ou moraux, plutôt que par les effets d'un système social injuste à la base et d'une redistribution des bénéfices de la coopération sociale et économique qui ne permet pas de compenser les handicaps initiaux. Alors un clair exemple, c'est un texte de Chantal Delsol, qu'Augien cite. Alors Delsol, c'est une philosophe catholique et conservatrice de droite, voire d'extrême droite, elle est éditorialiste à valeurs actuelles. Elle est aussi anti-pax, elle est transphobe, anti-avortement, etc. Enfin bref, la totale quoi. Et pour elle, en fait, tous ces mouvements sont des régressions, genre le Pax, la transidentité, l'avortement et tout ça, ce sont des régressions, ce sont des défaillances morales pour avoir de plus en plus d'enfants abandonnés et des enfants privés de père, etc. Ça, c'est ces mots, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui... En fait, Delsol, c'est quelqu'un qui mouille à l'idée d'un ordre moral. Et dès qu'elle a entendu parler du retour de la morale à l'école, elle s'est empressée d'écrire ce texte qu'on va citer, qu'Augien cite. C'est un texte du Figaro, forcément, elle ne peut écrire ça que dans le Figaro, et il date du 6 septembre 2011. C'est un passage qui illustre parfaitement tout ce qu'on vient de dire jusqu'ici, avec aussi le chapitre précédent, le chapitre sur les inégalités économiques. On y trouve la droite conservatrice qui se lamente de l'abandon de la morale à l'école après mai 68, et la débauche qui est la vraie raison pour la situation des défavorisés. Citation. « Retour de la morale à l'école primaire, d'où elle avait disparu depuis l'ère Pompidou. On se souvient de ces petits manuels de morale d'entre-deux-guerres, avec leurs textes et leurs maximes. La saison 68 avait balayé ces exercices désuets, supposant que des enfants modernes n'avaient plus besoin d'annonner qui vole un œuf, vole un bœuf. Alors comment faut-il interpréter ce retour ?
comme la réponse à un besoin réel, dans une société que les 30 glorieuses ont rendu matérialiste et où les critères du bien et du mal fuient entre les doigts, les parents se soucient moins de la vertu des enfants que de leur confort. L'État français, grand maître et protecteur de toutes les écoles du royaume, n'a pas à se préoccuper de la vertu des enfants, et pourtant il s'inquiète à juste titre de la délinquance précoce, de l'effacement de la discipline ou de la triche multipliée. Les enfants ont absolument besoin d'une éducation morale qui les inscrit dans la société et leur apprend à vivre avec les autres. En ce sens, mettre l'accent sur la nécessité de la morale à l'école, c'est diminuer l'importance du facteur social dans les causes de la délinquance et sortir ainsi du schéma marxiste. Les jeunes casseurs anglais du mois d'août souffraient certes de la pauvreté familiale ou du chômage personnel. Ils étaient surtout privés d'éducation, familles éclatées, parents absents. Croire selon les vieux schémas que la délinquance provient de la pauvreté économique et non de la pauvreté éducative, c'est une injustice insultante faite à ces millions de pauvres aux enfants merveilleusement éduqués, dont nos pays ont été remplis depuis des siècles. Ceux qui exercent les enfants à la décence commune, ce n'est pas le salaire gagné par leurs parents, mais bien l'éducation donnée par leurs parents. Donc le texte est long, mais il est vraiment... il dit vraiment tout en fait, il dit vraiment tout et sans aucun complexe. Ça affirme que le retour de la morale à l'école est un besoin réel, que c'est ça en fait qu'il nous manque pour corriger tous les maux sociaux actuels. Les pauvres n'ont pas besoin en fait de sécurité sociale, d'une nouvelle vision du monde, d'une société plus juste. Non, en fait, la pauvreté n'est pas matérielle, elle est culturelle et morale. Ce qui leur manque, c'est juste une éducation morale, pas plus que ça. Cette éducation, déjà, se voit comme une critique du matérialisme. C'est une critique confuse, classique d'ailleurs des droits tardés. Ça commence avec une dénonciation du matérialisme, du fait que les gens ne se préoccupent plus de valeurs morales, mais de leur simple confort matériel. C'est le fameux « j'aime pas les pauvres, ils ne pensent qu'à l'argent ». Et ça affirme en fait que cette mentalité de ce qui compte maintenant, en fait, c'est le confort matériel, c'est à cause des 30 glorieuses, les 30 années qui ont succédé la Deuxième Guerre mondiale, avec un essor de la croissance économique, avec l'explosion du consumérisme, etc. Pour Madame Big Brain ici, ces 30 glorieuses mettaient en avant un ethos de la jouissance et du désir sans entrave. Il n'y a plus rien en fait qui compte maintenant à part le désir. Voilà, c'est Babylone, c'est la débauche. Et pour elle, ça s'est cumulé en mai 68, où il y a eu en fait le renoncement officiel de la morale à l'école. Après mai 68, on s'est dit, voilà, la morale, on n'en a plus besoin, contre tous les avertissements des prophètes de la droite, bien sûr, qui nous méprisent d'avoir abandonné notre foi et nos traditions, nos devoirs envers Dieu, pour se tourner vers les plaisirs et les vanités. Abandonner la morale à l'école, c'était un peu comme les Juifs qui abandonnent Moïse et se mettent à prier les idoles. Et donc du coup, les parents ne transmettent plus les bonnes valeurs à leurs enfants, ils transmettent en fait uniquement la nécessité d'une vie de confort matériel. Donc on perd de vue ce qui est essentiel, quoi. Et comme dans toutes les fables moralisatrices, c'est toujours suivi par un effondrement, un déluge, une punition divine ou une peste ravageuse. La tempête arrive et on ne s'y est pas préparé parce qu'on a préféré notre plaisir immédiat. C'est la cigale et la fourmi. Du coup, comme on dit aux enfants, que ce qui compte, c'est le plaisir, c'est le confort, c'est l'argent et non pas la vertu personnelle, le respect des valeurs de l'ancien temps, de l'état de ton âme que tu vas présenter à Dieu, etc., les enfants deviennent des délinquants. Ils trichent pendant les devoirs, ils ne comprennent pas que le plus important, ce n'est pas la note, mais c'est ton caractère moral, c'est ta vertu, c'est ton mérite, c'est la persévérance, etc. C'est mieux pour toi, en fait, de ne pas tricher et avoir une mauvaise note que d'avoir une bonne note en trichant, en fait. Quand tu triches à un devoir, tu détruis ton âme, en réalité. Maintenir la pureté de ton âme, ça c'est difficile, ça demande de la discipline. Mais tu succombes à la tentation parce que tu veux juste une récompense facile. Les enfants perdent le goût de l'effort parce qu'on ne les éduque plus moralement. Et donc, pire que des délinquants, ils deviennent des marxistes, ils deviennent des woke, pour qui la biologie n'existe pas, pour qui le réel n'a pas à s'opposer à leurs caprices. Parce que c'est bien connu, les marxistes, c'est des consuméristes. Oui, c'est des marxistes qui ont fait les 30 glorieuses, qui ont promu le libre marché et le libre-échange. Oui, voilà, c'est eux qui ont détruit l'économie et qui ont tout donné, en fait, au désir, etc. C'est eux qui sont tout le temps à faire l'éloge de la compétition et de gagner le maximum de blé par tous les moyens. Enfin, ça, c'est étonnant. C'est étonnant. La droite, en fait, elle ne veut pas admettre que tous
les déficits sociaux qu'elle voit, c'est le fruit du même système économique qu'elle veut garder. Et donc, elle tente de faire en fait toutes sortes d'amalgames pour faire passer les marxistes et les communistes comme responsables de ces problèmes. Genre le niveau de déni dans lesquels ces gens existent est hallucinant. Pour eux, non, en fait, la pauvreté n'est pas causée par des facteurs sociaux. C'est ce que les marxistes veulent te faire croire, pour vous libérer, en fait, de toute responsabilité et vous maintenir dans la médiocrité. C'est précisément en prenant vos responsabilités que vous commencez à vous extirper de la pauvreté. Les Bourdieu, là, les Marx, tous ces gens qui font rien à part, en fait, alimenter votre narcissisme et votre ressentiment. Non, prenez vos responsabilités, soyez des parents dignes et vertueux, ne brisez pas la famille nucléaire, soyez des modèles pour vos gosses, et vous verrez la magie. Tout rentrera dans l'ordre. Voilà pourquoi l'État doit enseigner la morale à l'école, comme durant l'ancien temps, lorsque la France était un royaume et pas une démocratie. Parce que oui, pour Delsol, l'État français a raison de s'inquiéter de la délinquance, mais il ne veut pas abandonner la morale et après en fait s'étonner que la délinquance... il ne peut pas en fait abandonner la morale et après s'étonner que la délinquance et l'insécurité, l'ensauvagement, sont en hausse. Il faut une éducation morale à l'école, il faut que les enfants apprennent par cœur qui vole un œuf, vole un bœuf, pour ne plus tricher dans les devoirs. Pour qu'ils évitent en fait la pente fatale. Ça commence par une fausse copie et ça se termine en prison. Ce qui est délirant en fait avec ce genre de grille de lecture, c'est que, déjà c'est complètement idéaliste. C'est quelqu'un qui se fait un film dans sa tête, il s'imagine que c'est comme ça que le monde fonctionne ou doit fonctionner, mais depuis en fait une tour d'ivoire. La thèse, il faut chercher dans la culture et non dans la situation économique l'origine des malheurs des pauvres, c'est ça en fait que Delsol avance, c'est une thèse qu'on ne peut pas balancer en fait comme ça, sans aucune réserve ou la moindre objection méthodologique, empirique ou conceptuelle. Il faut faire des études, il faut présenter des chiffres, il faut avoir une méthodologie fiable, expliquer les concepts que tu vas utiliser. Tu ne peux pas juste dire les pauvres sont pauvres parce qu'ils n'ont pas l'éducation morale appropriée et genre juste prendre ça comme acquis, quoi. Dans la vidéo précédente, on a parlé en fait du concept de la culture de la pauvreté et c'est à ça en fait que l'opinion de Delsol, parce que c'est juste une opinion, faut dire ce qu'il est, c'est à ce concept en fait qu'elle fait référence. Mais juste déjà connaître un concept ne veut pas dire que ce que tu avances est vrai. Il faut connaître la littérature qu'il y a eu autour de ce concept, et si Delsol était sérieuse et rigoureuse dans ses idées, elle saurait que c'est un concept qui n'est plus pris au sérieux aujourd'hui. L'idée de la culture de la pauvreté, c'était un concept focalisé sur la question de la délinquance. Pourquoi est-ce que la délinquance est très répandue parmi les pauvres? Dans les années 60, il y a un anthropologue, Oscar Lewis, qui a proposé une théorie pour expliquer ce phénomène. Oui, c'est l'Oscar Lewis qu'on a mentionné la dernière fois, lorsqu'on a parlé du livre The Bell Curve, un livre qui tentait d'expliquer les conditions des pauvres par le QI. Les pauvres sont pauvres parce qu'ils sont cons. Voilà. On a dit qu'il y avait des théories qui cherchaient en fait à expliquer la pauvreté en esquivant toute remise en question du système économique. Celle du Bell Curve s'inscrit en fait dans la tradition raciste biologique. Les pauvres sont génétiquement débiles, c'est pour ça en fait qu'ils sont pauvres. D'autres théories plus généreuses, on va dire, et qui se veulent moins racistes en apparence, vont plutôt proposer la culture. Si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'en fait ils ont une culture défectueuse. L'origine de leur situation, c'est l'éducation qu'ils ont reçue. Dans la note 23, Augier mentionne l'article de Lewis, The Culture of Poverty, publié en 1966. Il se présente en fait comme une étude qui prouve que lorsqu'on est membre d'un groupe qui est resté dans la pauvreté sur plusieurs générations, on développe une culture à part. Un environnement de pauvreté va créer une culture de la pauvreté. Lewis, il a étudié, dans son article, il a étudié des familles portoricaines à Porto Rico et aux États-Unis. Plus exactement, il a étudié 100 familles des ghettos de San Juan et 50 familles à New York. Et on verra que ce concept a été récupéré déjà par la droite conservatrice et réactionnaire, qu'il a été abusé et surtout très déformé. On va voir que c'est un concept qui est déjà plus complexe qu'on le croit, ou plus complexe que comment on le présente, et même Augier en est conscient, même s'il le critique, et que moi, en fait, j'ajoute une couche de cynisme dans ses vidéos, bien sûr. Alors, que dit exactement Lewis dans son article? Ça commence en disant qu'au moment où il l'écrit, dans les années 60 aux États-Unis, 50 millions d'individus vivent sous le seuil de pauvreté. Face à cette situation, l'administration de Johnson, le président de l'époque, a déclaré sa fameuse guerre à la pauvreté.
Des programmes d'aide sont mis en place avec 1,6 million de dollars en allocation et des centaines de millions en plus pour des investissements de fonds publics dans l'éducation, les hôpitaux, la sécu, etc. Mais malgré toutes ces mesures, Lewis dit que la situation des pauvres ne s'améliore pas. Et pourquoi donc? Eh bien pour Lewis, la guerre contre la pauvreté n'est pas efficace parce qu'elle est dirigée contre le mauvais ennemi. Ce n'est pas en fait la pauvreté qu'il faut combattre, mais ce qu'il appelle la culture de la pauvreté. Tant que cette culture existe, vous pouvez mettre tous les fonds publics que vous voulez dans les services publics, ça ne va rien changer. D'accord? Il faut donc que les politiques publiques font cette distinction entre pauvreté et culture de la pauvreté déjà. Cette culture est définie comme un mode de vie qui a sa propre structure et sa propre logique, et qui est transmis de génération en génération, comme toute culture au sens anthropologique. C'est-à-dire qu'elle fournit à ses adhérents une façon structurée et cohérente de mener leur vie, design for living, c'est comme ça qu'il appelle Lewis, avec des solutions pour gérer les problèmes de la vie humaine, et elle a une fonction adaptative, bref, comme toute culture, quoi. Lewis note aussi qu'à l'âge de 6 ou 7 ans, l'enfant a déjà bien intériorisé les valeurs de la culture de la pauvreté. Il faut donc l'étudier et la comprendre ses mécanismes, ses conditions, pourquoi elle émerge chez certains pauvres et pas d'autres, pour qu'on puisse en fait la combattre de manière efficace. Et donc Lewis remarque que cette culture, ou sous-culture, subculture des sociétés occidentales, c'est un phénomène qu'il limite à l'Occident. Pour lui, d'autres pays qui ont beaucoup de pauvreté n'ont pourtant pas cette culture de la pauvreté. C'est un truc qu'il dit qu'on trouve aux États-Unis et en Europe surtout. On reviendra plus loin sur les conditions qui font la culture de la pauvreté. Mais déjà, à quoi on la reconnaît, selon Lewis, cette culture de la pauvreté? Eh bien, on la reconnaît à travers 4 critères. La relation entre sous-culture et la société globale, la nature de la communauté dans les bidonvilles, la structure ou la nature des familles dans ces communautés, et enfin les attitudes, les valeurs et la structure du caractère de l'individu. Commençons par celle-là. Cette culture est liée à une mentalité déjà. Les pauvres qui développent cette culture ont beaucoup de difficultés pour organiser leur communauté. Ils ont un manque de capacité de self-help et de leadership, comme il dit. Ils grandissent avec un sentiment de fatalisme, de dépendance, d'infériorité et surtout d'impuissance ou de désarroi. On trouve une structure de l'ego fragile. On trouve en fait, Lewis il appelle ça une fixation orale, parce qu'il utilise le terme psychologique. Ça veut dire en fait que les individus vont être très orientés vers les activités orales comme manger, boire, parler, et ça correspond au stade oral chez Freud, quand l'enfant utilise sa bouche pour avoir du plaisir. Quelqu'un qui a une fixation orale signifie qu'il est très orienté vers le plaisir immédiat, et selon Freud, ça peut être dû à une privation de l'affection maternelle. On trouve donc, selon Lewis, chez les pauvres une forte orientation vers le présent avec une faible disposition à planifier l'avenir. Il note aussi des confusions au niveau de l'identité sexuelle et une diffusion de la croyance en la supériorité masculine et chez les hommes une forte préoccupation pour le machisme et leur masculinité. Un truc intéressant, c'est que selon Lewis, les pauvres ont conscience des valeurs de la classe moyenne, mais ils ne les appliquent pas. Ils prônent le mariage et la stabilité financière, mais pour la plupart, ils ne se marient pas, ils font beaucoup d'enfants hors mariage, et parfois même très tôt. L'activité sexuelle est très précoce chez les pauvres, selon Lewis. Concernant la stabilité financière, elle est inexistante, même si elle est très valorisée. La survie immédiate prime en fait sur la planification à long terme, renforçant une orientation vers le présent et rendant difficile l'évasion de la pauvreté. C'est aussi dû à l'économie des bidonvilles. Les individus issus de la culture de la pauvreté sont confrontés à un chômage chronique, des salaires bas et une absence persistante d'épargne et de propriété, ce qui crée un cercle vicieux de précarité économique. L'économie du bidonville est essentiellement tournée vers elle-même, en fait, s'appuyant sur des arrangements de crédits informels, la mise en gage de biens personnels et l'achat de produits en petite quantité à des prix élevés en raison du manque de liquidité. Ça nous amène en fait à la structure de la famille. La culture de la pauvreté
engendre en fait des structures nouvelles de la famille. On y voit souvent les femmes qui gèrent les maisons et l'éducation de leurs enfants. La famille est donc matriarcale, en grande partie en raison de la préférence pour les unions consensuelles plutôt que le mariage légal. Les hommes n'ayant souvent ni emploi stable, ni propriété, ni perspective financière à long terme, le mariage légal apparaît moins attrayant ou réaliste. Les femmes, quant à elles, peuvent refuser le mariage avec les hommes jugés immatures ou peu fiables, privilégiant leur indépendance et leur contrôle sur les enfants et sur leurs enfants et leurs biens, quoi. Ça reste donc instable selon Lewis. Du coup, malgré un discours valorisant la solidarité familiale, la rivalité entre frères et sœurs est forte en raison des ressources limitées et de l'attention maternelle insuffisante, et l'intimité est très rare aussi. Pour les structures de communauté, c'est pas mieux. Les communautés des bidonvilles se caractérisent par des logements précaires, une forte promiscuité et une interaction sociale intense, mais elles présentent peu d'organisations formelles en dehors du cadre familial. Bien que les groupes informels comme des bandes de quartier ils puissent émerger, le niveau global d'organisation reste très faible, et donc ça rend les communautés marginales et instables dans une société qui est hautement structurée. Toutefois, lorsque les bidonvilles sont isolés physiquement et habités par des groupes distincts sur le plan ethnique, racial ou linguistique, il y a un fort sentiment de communauté qui peut se développer et qui rappelle un petit peu celui d'un village. Et donc cette territorialité est renforcée dans certains endroits par des facteurs comme la pénurie de logements abordables ou une ségrégation imposée par le gouvernement, par exemple l'apartheid en Afrique du Sud. Mais cet isolement crée une certaine hostilité par rapport à la société globale. La culture en fait de la pauvreté se caractérise par un désengagement vis-à-vis de la société dominante et une hostilité profonde envers ses institutions. Il existe en fait une méfiance généralisée, par exemple envers la police, envers le gouvernement et toutes les autres autorités, ainsi qu'un cynisme à l'égard de l'Église. Et ainsi en fait les pauvres qui vivent dans cette culture ne s'organisent pas, ne demandent pas l'aide des syndicats, ne vont même pas aux hôpitaux quand ils en ont besoin et sont complètement indifférents à l'éducation. Ils ne fréquentent pas en fait les musées alors que c'est gratuit par exemple. Voilà donc en fait la culture de la pauvreté dans les grandes lignes. C'est un ensemble de normes et d'attitudes formées en réaction à des circonstances extérieures défavorables, mais qui enferment l'individu dans un cercle vicieux et perpétue en se transmettant de génération en génération l'état de la pauvreté, quelle que soit l'évolution en fait des circonstances. En gros, en fait, les pauvres n'apprennent pas, dès le plus jeune âge, à épargner et à planifier leur existence. Ils s'habituent très tôt à vivre dans le présent, à ne pas en fait remettre au lendemain les rares plaisirs que l'existence peut leur offrir, etc. C'est d'ailleurs, ça ressemble vachement à la thèse abominable de Rich Dad, Poor Dad. L'un est riche parce qu'il sait en fait planifier son avenir, il sait où et quand il faut investir, il est patient, il a de la discipline, alors que l'autre est trop impulsif, il ne pense pas au lendemain, il n'est pas stratégique dans ses dépenses, etc. Donc les pauvres en fait développent une sorte de sous-culture spécifique qui serait distincte de celle des classes moyennes et des classes supérieures et accorderait plus de poids au présent qu'à l'avenir. Voilà. Ça rappelle d'ailleurs l'expérience du marshmallow. C'est un test, c'est une expérience qui a été proposée en 1972 par un psychologue américain, Walter, alors c'est Mischel, Walter Mischel, mais Mischel c'est M-I-S-C-H-E-L. Bref, en fait, je vais juste dire Walter Mischel, où il donne en fait à un enfant un marshmallow et lui dit si tu te retiens de le manger pendant genre quelques minutes, tu en auras un deuxième. Et Mitchell voulait voir, en fait, il voulait montrer que la patience et la maîtrise de soi, lorsqu'elle est grande, en fait, plus la patience et la maîtrise de soi est grande, plus on est capable de remettre les gratifications directes à plus tard, et donc plus on a des chances de réussir dans la vie. Alors bien évidemment, c'est des expériences qui se sont fait ravager, il n'y a aucune corrélation entre maîtrise de soi et succès dans la vie, c'est un mythe. Déjà, l'expérience ne donne jamais les mêmes résultats à chaque fois qu'on l'a recréée, et en fait, il est idiot de croire qu'un enfant qui mange le premier marshmallow est juste impulsif. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu et qui font que la décision de manger le marshmallow maintenant n'est pas due à une impulsivité, mais c'était une décision rationnelle et bien réfléchie. Donc non, en fait, toutes les études et expériences qui veulent justifier une culture de la pauvreté ne font pas
elles sont toutes faites laminées, hein, et n'ont plus la moindre crédibilité. Plusieurs de ces critiques sont regroupées d'ailleurs dans un livre qu'Augien mentionne à la note 24, The Culture of Poverty et Critique, publié déjà depuis 1971 et édité par Eleanor B. Leacock, Leacock. Et déjà, en fait, ce mythe de l'irrationalité et de l'impulsivité est très vite discrédité, hein, dans le bouquin. Les pauvres, en fait, ils agissent de manière rationnelle, selon elle, lorsqu'on prend en compte tous les facteurs sociaux qui interviennent dans leur vie. Les mêmes facteurs que quelqu'un comme Del Sol veut écarter, justement, parce qu'effectivement, une fois écarté, les comportements des pauvres ne pourra plus du tout être vus comme rationnels. Mais on verra aussi des instances où même lorsque les conservateurs reconnaissent le caractère rationnel des actions et les choix des pauvres, c'est encore pour justifier leur mépris envers eux. En tout cas, Augien revient plusieurs fois à ce bouquin dans les notes de bas de page, même s'il date de 71, parce que les critiques en fait, que Leacock a réunies, ils ont en fait enterré la crédibilité de la culture de la pauvreté. Ce qu'il en reste, c'est juste en fait l'éthos que les conservateurs ont répandu dans l'opinion publique et l'inconscient collectif, mais d'un point de vue académique et scientifique, elles n'ont plus la moindre crédibilité. Mais il est important de noter quand même un truc concernant Lewis, c'est que déjà, lui, il n'était pas très clair avec sa thèse. On ne sait pas trop les motivations derrière son concept de la culture de la pauvreté, et voilà, enfin, est-ce qu'il essayait de faire, comme dit Augien, de redonner une voix aux pauvres et réhabiliter leur style de vie méprisé dans la grande tradition anthropologique, ou s'il voulait expliquer ce qu'il n'allait pas dans ce mode de vie et ce qu'il faudrait faire pour le changer. D'ailleurs, en fait, dans son article, Lewis ne définit pas le pauvre comme un impulsif ou comme un chaotique décadent. Il insiste qu'il ne faut pas confondre ça avec du désordre, comme le font beaucoup d'autres sociologues, toujours selon lui, hein. La culture, en fait, de la pauvreté, elle donne une vie qui est contre-intuitive parce qu'elle encourage des décisions que la culture dominante juge d'irrationnelles ou chaotiques. Mais Lewis dit que c'est parce qu'on veut comprendre le comportement des pauvres selon nos valeurs et nos cultures, à nous, au lieu de la leur. Lorsqu'on la comprend, on trouve en fait qu'elle n'a rien d'irrationnel ou de chaotique. Au contraire, en fait, les comportements des pauvres sont parfaitement prévisibles, ils ne sont pas du tout impulsifs ou random. Déjà, comme on a dit, la culture de la pauvreté n'est pas universelle. Il dit en fait, Lewis, qu'elle est limitée aux sociétés capitalistes, comme par hasard. Et elle a besoin en fait de conditions spécifiques pour émerger. Lewis donne en fait 4 conditions pour la création d'une culture de la pauvreté. Première condition, l'économie. Pour qu'une région en fait développe une culture de la pauvreté, il faut une économie monétaire, avec du travail salarié et une production à but lucratif, mais aussi avec un taux de chômage et de sous-emploi constamment élevé, avec des bas salaires pour la main-d'œuvre non qualifiée. Deuxièmement, la population ne parvient pas à assurer une organisation sociale, politique et économique, que ce soit sur une base volontaire ou par l'impulsion gouvernementale pour la population à faible revenu. Troisièmement, il faut un système de parenté bilatérale centré sur la famille nucléaire procréative qui se distingue du système de parenté unilatérale étendue des lignées ou des clans. C'est-à-dire, même si dans la culture de la pauvreté on trouve un matriarcat, les filialités en fait du sang se font du côté du père et de la mère. Donc, en fait, on n'est pas dans des sociétés tribales, mais dans des sociétés avec une famille nucléaire, en fait. Dans les systèmes qui sont fondés sur les clans ou les tribus ou les familles larges, où les familles en fait sont larges, quoi, vous pouvez avoir de la pauvreté, certes, mais vous n'allez pas forcément trouver une culture de la pauvreté. Et quatrièmement, il faut que la classe dominante affirme un ensemble de valeurs qui valorisent l'épargne et l'accumulation des richesses et de biens. Elle met l'accent sur la possibilité de mobilité sociale ascendante et explique en fait explique plutôt le faible statut économique comme le résultat d'une insuffisance et d'une infériorité personnelle de l'individu. Donc si vous avez ces 4 conditions, même si vous avez une pauvreté... si vous n'avez pas ces 4 conditions, voilà, si vous n'avez pas ces 4 conditions, même si vous avez une pauvreté qui est très répandue, vous n'allez pas trouver une culture de la pauvreté. La mentalité du fatalisme qu'on a évoquée, c'est pour Lewis le produit de structures sociales qui naissent dans des sociétés capitalistes.
Lewis indique que ce qui fait cette mentalité du fatalisme, ce n'est pas seulement la pauvreté, mais la stigmatisation, la discrimination, la ségrégation, la peur, la suspicion et une apathie envers les institutions, envers aussi les partis, les partis politiques et même les syndicats, et surtout un ethos très individualisé et très méritocratique. Lewis, en fait, compare la situation des pauvres dans d'autres sociétés non capitalistes et qui sont moins méritocratiques, où on ne trouve pas, en fait, ce fatalisme et ce défaitisme parmi les pauvres. En Inde, les castes inférieures, malgré leur situation économique désastreuse, ils restent intégrés dans l'hiérarchie sociale. Ils ne développent pas de complexes d'infériorité, par exemple, qui sont aussi pathologiques que dans des sociétés capitalistes. Et ils ont, en fait, leurs propres organisations et même leurs propres institutions politiques. Les Juifs d'Europe centrale également, malgré leur vie dans les ghettos, ils ont quand même une solidarité, une estime d'eux-mêmes à travers la religion. Ils valorisent en fait le savoir et l'alphabétisation, ils s'organisent et s'investissent en fait dans leur communauté, etc. Lewis indique aussi quelque chose de remarquable. Il dit qu'il n'existe pas de culture de la pauvreté dans les pays socialistes. Avoir en fait un esprit révolutionnaire, selon Lewis, empêcherait le développement d'une culture de la pauvreté. Les pauvres en fait s'organisent dans des mouvements sociaux, ils n'hésitent pas en fait à faire des revendications, à faire la révolte, à sortir dans la rue, à demander leurs droits, etc. Et tout ça joue en fait sur l'estime de soi. Avoir une conscience de classe, ça ne favorise pas du tout une culture de la pauvreté. Et donc Lewis mentionne le régime de Fidel Castro, qui a fait intégrer les pauvres dans la révolution et leur a donné les armes. Même si, comme on a dit, comme dit en fait Lewis, la situation économique de ces pauvres ne s'est pas améliorée de manière significative, leur mentalité quand même a changé. Lewis est allé en fait dans un bidonville de Havana en Cuba en 1947. Puis quand il est revenu, après que Castro a lancé son régime socialiste, il a dit qu'il n'y trouvait plus le sentiment de désespoir et d'apathie parmi cette même population qu'il avait visitée en 1947. Il va même jusqu'à citer Frantz Fanon concernant l'Algérie et la guerre de son indépendance. Fanon, c'était un psychiatre qui a compris en fait que la colonisation, elle crée un sentiment d'infériorité et d'impuissance chez les peuples colonisés. Pour les libérer de leurs oppresseurs, il fallait en fait leur redonner une estime d'eux-mêmes, et ce en les intégrant dans des mouvements révolutionnaires. La colonisation crée en fait ce que Marx et Engels appellent du lumpenprolétariat. C'est la couche la plus pauvre de la société. Une classe qui n'est pas une classe et qui n'a aucune envie de s'organiser ou de faire la révolution. C'est des opportunistes qui vivent au jour le jour et se vendent au plus offrant. Et donc ça correspondrait un peu à la culture de la pauvreté. Marx et Engels, ils ont longtemps considéré le lumpenprolétariat comme réactionnaire et anti-révolutionnaire, et donc ils disaient qu'il fallait s'en méfier. Il ne sert en fait qu'à saboter les mouvements sociaux. C'est comme vous faites une manif et il y a des voyous qui se mêlent à la manif pour jouer les pickpockets, ou c'est les casseurs qu'après les médias utilisent pour discréditer toute une manif. Mais Fanon et Castro, ils ont considéré le lumpen comme un agent révolutionnaire et qu'il faut juste lui donner l'opportunité de sortir de son fatalisme. Les révolutionnaires qui ont révisé Marx, comme Castro, Fanon, Che Guevara, ils se sont focalisés sur l'éducation du lumpen. Ils ont compris, en fait, comme le note Lewis, que leur condition en fait est due à une aliénation dans une société qui change trop rapidement, une société orientée vers le gain et qui est très méritocratique. Bref, une société capitaliste, ségrégationniste, répressive, etc. Un élément important de cette culture de la pauvreté, c'est qu'elle déracine les pauvres. Lewis a remarqué que les Mexicains qu'il a étudiés et qui vivent en fait dans cette sous-culture ne connaissent rien de leur histoire ou de leur héritage historique. Toute leur histoire a commencé avec leur président actuel et se termine avec lui. Le fait en fait d'être aliéné aussi de son passé, parce que le capitalisme considère en fait le passé comme de la superstition, c'est un obstacle au progrès. Ça donne en fait cette impression d'être aliéné, d'être indésirable, d'être tout seul, de n'avoir personne en fait sur qui compter, de n'avoir aucune référence, comme disait Fanon. C'est un isolement total en fait. Il dit cette phrase que je trouve d'ailleurs géniale, c'est dans Lewis, il dit « La pauvreté de la culture est un trait de la culture de la pauvreté ». Donc la culture de la pauvreté, c'est une réaction et adaptation à une société capitaliste.
des sociétés étant hyper individualisées et très stratifiées, les plus pauvres en fait vont être obligés de s'adapter à ça. La culture de la pauvreté leur offre des moyens psychologiques pour ça. C'est surtout en fait un coping mechanism, un mécanisme de défense psychologique. Elle offre en fait un certain réconfort face aux sentiments de désespoir et de défaitisme qui surgissent une fois que les membres réalisent que leurs chances de réussir dans les sociétés capitalistes, avec les valeurs dominantes de ces sociétés, sont très faibles, voire nulles. Certes, cette aliénation des structures dominante peut favoriser un potentiel de protestation et de mobilisation politique contre l'ordre établi. Se contenter en fait de vivre uniquement dans le présent peut favoriser des insurrections spontanées. Mais ce n'est pas suffisant pour autant. Il faut en fait, selon lui, se débarrasser complètement de la culture de la pauvreté, et ça, selon Lewis, ne peut pas se faire. En fait, il ne peut se faire ni par de la spontanéité, ni par des programmes de welfare, c'est-à-dire ni par un État-providence, quoi. Pour lui, il est plus difficile en fait d'éradiquer la culture de la pauvreté que la pauvreté en elle-même. Tant qu'elle est en place, les tentatives d'améliorer les conditions matérielles des pauvres seront toujours inefficaces. C'est pour ça, en fait, selon lui, que les révolutionnaires dans les pays du tiers-monde n'ont pas vraiment opté pour ces solutions-là. Il dit en fait à la fin de son article que les pays avec une culture de la pauvreté doivent chercher des solutions beaucoup plus révolutionnaires qu'un simple État-providence. Il faut des transformations structurelles de la société, une redistribution des richesses équitable, une organisation des pauvres, leur donner un sens d'appartenance, d'être des agents actifs dans leur existence, il faut qu'ils aient des leaders, etc. Ce qui est génial en fait avec les révolutions, toujours selon Lewis, c'est qu'elles permettent en fait d'abolir certaines caractéristiques de la culture de la pauvreté, même lorsqu'elles n'abolissent pas la pauvreté. Voilà en fait la thèse complète de Lewis. Du coup en fait on n'est pas sûr concernant ses intentions et ce que son analyse de la culture de la pauvreté visait vraiment. Mais à la lecture de son article, on voit qu'il n'utilise pas ce concept pour justifier l'éthos capitaliste méritocratique et de la responsabilité personnelle en fait. Mais comme j'ai dit, c'est un concept qui a été récupéré par la réaction, qui a été en fait récupéré et intégré pour justifier le système capitaliste, l'éthos méritocratique, la responsabilité individuelle, la famille nucléaire, etc. etc. Et donc du coup, de discréditer tout sentiment révolutionnaire, tout sentiment marxiste, etc. On sait en fait où ce concept a été rangé dans le débat public. Ces idées ont été promues par ceux qui voyaient dans la culture la cause principale de l'exclusion des plus pauvres, de leur relégation en dehors des mouvements de mobilité sociale. Ce que la droite et les conservateurs ont retenu, c'est que c'est un concept qui peut justifier l'abolition de la sécurité sociale, l'abolition des allocs, bref l'abolition de l'État-providence au nom du mérite. Alors que Lewis, il critiquait précisément les sociétés méritocratiques. Lui, il disait que c'est en fait, en partie le mérite et les structures des sociétés capitalistes qui font qu'il y a une culture de la pauvreté. Et les conservateurs déforment sa position pour dire que c'est pas, ils déforment sa position pour dire que c'est par le mérite en fait, par l'éthos capitaliste, qu'on s'extirpe de la culture de la pauvreté. Alors que Lewis, il dit que c'est à cause de l'éthos, c'est pas à cause du mérite, l'éthos capitaliste, qu'on se trouve dans une culture de la pauvreté. Et donc eux, les conservateurs, ils disent que non, c'est précisément par cet éthos-là que tu sors de la culture de la pauvreté. Du coup, en fait, c'est surtout cette version de la culture de la pauvreté qu'on critique ici, cette récupération idéologique par la droite. Parce que réduite à juste une production de la dépendance au welfare, dépendance aux allocations, à l'État-providence, et réduite à de la paresse et de l'impulsivité, les conservateurs peuvent dire qu'il faut juste appliquer nos valeurs conservatrices pour la combattre. Ils vont mettre ça sur la désorganisation de la famille. Si les Noirs sont pauvres aux États-Unis, c'est parce que les papas ne sont pas assez matures et ne veulent pas éduquer leurs gosses, etc. C'est un instrument idéologique parfait pour cette guerre déclarée aux pauvres depuis les années 60, pour discréditer tous les mouvements et toutes les revendications sociales, syndicales ou ouvrières. Ne touchez pas au système économique, vous voulez que vos enfants ne vivent pas dans la pauvreté, vous voulez vous-même vous en extirper, ne demandez pas d'État-providence, ne demandez pas des systèmes de redistribution autres que celles basées sur le mérite, toute autre forme de système sera injuste et sera un nivellement par le bas. Du coup,
votre seule chance, c'est de vous améliorer, changer votre culture, demander des allocations, des revenus universels, des accès gratuits à la santé, au logement, à la nourriture. Tout ça, c'est de la culture de la pauvreté et c'est pas bien. C'est de la gratification immédiate, c'est de l'impatience. Inculquez à vos enfants de vraies valeurs, dès leur plus jeune âge, faites-les gober des notions de travail, d'épargne, de discipline, de contrôle de soi, de capacité une capacité à reporter au futur la satisfaction de certains désirs, etc. Et donc, en fait, cette démarche, cette rhétorique-là que je viens de faire, elle est complètement aliénée des réalités sociales. En fait, si les classes moyennes qui maintenant d'ailleurs se cassent la gueule, si ces classes en fait peuvent appliquer cet ethos, qu'ils peuvent faire de la discipline, de la maîtrise de soi, de reporter à l'avenir leurs plaisirs, etc., c'est parce qu'ils sont dans un environnement qui le leur permet. Les gens de la classe moyenne ne sont pas devenus des classes moyennes par ces valeurs-là. C'était pas en fait des pauvres qui, par le travail et l'assiduité, sont montés en classe. Ce n'est pas parce que l'école avait des petits livrets avec des maximes à apprendre par cœur que les classes populaires se sont enrichies et que les inégalités ont baissé à une époque. C'est parce qu'il y a eu des mouvements sociaux, c'est parce qu'il y a eu des mouvements révolutionnaires qui ont fait des revendications et des demandes qui ont qui leur ont coûté du sang, parce que ces mouvements sont souvent répréhendés violemment par les forces de l'ordre. C'est parce qu'on a fait pression pour créer une caisse de sécurité sociale, pour que l'éducation soit accessible et gratuite à tout le monde. C'est parce qu'on a voulu distribuer des richesses en fonction des besoins des gens avant le mérite. C'est ceux qui mettent en avant l'éthos du guerrier et du bosseur en pleine discipline, hein, là, genre l'éthos du Nicolas, qui ne sont pas sortis dans les rues le 10 septembre, hein, bien sûr, sont en fait dans des milieux qui favorisent déjà cet ethos. Parce qu'en fait, les classes moyennes n'ont pas les mêmes problèmes que les classes ouvrières ou les lumpen, les dernières souches de l'hierarchie sociale. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas ces mêmes problèmes qu'ils peuvent avoir cet ethos du mérite, du guerrier, etc. Ces derniers, même s'ils voulaient épargner et planifier leur existence, ils ne pourraient pas le faire à cause de l'environnement social et économique dans lequel ils grandissent. C'est en changeant en fait ces environnements qu'on peut après commencer à épargner. Vous ne pouvez en fait rien épargner lorsque vous avez des factures à payer qui prennent quasiment tous vos revenus. Lorsque vous êtes frustré 24 heures sur 24, quand vous êtes stressé et avez du mal à dormir, lorsque votre argent arrive et vous avez 10 trucs à payer, mais vous ne pouvez qu'en payer 3, quand votre santé mentale se dégrade et la consultation avec le psy coûte 70 balles, et qu'en plus on essaye de vous retirer votre sécurité sociale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'expérience du marshmallow. Ceux qui mangent en fait la sucrerie ne sont pas plus impulsifs que ceux qui attendent la deuxième. Si tu es dans un environnement où tu n'as aucune garantie par rapport à l'avenir, c'est rationnel de tout miser sur l'instant présent. Les mecs qui te disent « apprends à épargner », déjà, ils ont des revenus qu'ils peuvent mettre de côté. Et en plus, ils ont certaines garanties par rapport à leur avenir. Ils savent que leur salaire est garanti sur une longue période, qu'ils auront de quoi se soigner s'ils tombent malades. Si tu n'as pas déjà un minimum de sécurité et de sûreté, une garantie concernant en fait l'avenir, tu ne vas rien épargner du tout. Toutes les études sur la psychologie, le rapport avec l'environnement, tendent en fait vers ces conclusions. Il faut en fait arrêter de voir l'homme comme une créature dualiste, qui a une volonté capable d'ignorer les influences les influences de son corps ou de son environnement sur son corps. On a parlé en fait dans le chapitre précédent avec l'exemple de l'accidenté devant l'hôpital. On a dit qu'on peut voir qu'il y a une responsabilité concernant son état si les erreurs commises par ses actes pourraient être raisonnablement évitées. Pas qu'ils pouvaient seulement être évitées. Théoriquement, tu peux prouver qu'il n'y a pas de pauvre qui devrait être pauvre parce que tout ce qu'il a fait jusqu'ici, il pouvait l'éviter. Mais ce qui est possible n'est pas ce qui est raisonnable d'attendre de quelqu'un. Il est possible, lorsque on est en fait dans une douleur atroce, d'ignorer cette douleur. Ça ne veut pas dire en fait qu'on doit s'attendre à ce que tout le monde le fasse. Il est raisonnable qu'on succombe à la douleur, même si théoriquement, on pouvait juste l'ignorer. Là, c'est pareil. Ce que ces critiques en fait veulent mettre en valeur, c'est que le fait pour les plus pauvres de ne pas pouvoir épargner
le peu en fait, de ne pas épargner le peu qu'ils possèdent et de ne pas remettre en fait leur plaisir au lendemain, c'est en fait une stratégie rationnelle, étant donné leurs faibles ressources et leur avenir un peu bouché. Alors ce discours depuis les années 60 et les critiques qu'il s'est pris n'a pas décliné. Même s'il n'a pas en fait gagné en crédibilité dans les milieux académiques et scientifiques, il reste quand même très dominant dans l'opinion publique et dans les mesures politiques. Les politiciens prennent des mesures de plus en plus alignées avec ce mythe de la culture de la pauvreté et ignorent toutes les données scientifiques et académiques. On continue de balancer sans complexe que le pauvre est responsable de sa pauvreté parce que c'est sa culture. Il n'a qu'à changer pour ne plus être pauvre. Il est évident, en fait, il est dangereux, c'est évidemment dangereux de voir à quel point des discours aussi stigmatisants et violents envers les populations vulnérables se diffusent de manière aussi massive alors qu'ils n'ont aucune fondation scientifique ou empirique. Dans la note 28, Augier mentionne un article de Nicolas Duvou, Repenser la culture de la pauvreté, c'est ça le titre de l'article, qui est une revue d'un recensement plutôt mené par d'autres chercheurs intitulé Reconsidering Culture and Poverty de 2010. Alors ce recensement inclut plusieurs études qui démontrent la récupération du concept par la droite pour toujours blâmer la victime. À l'ère Reagan, donc la période où Reagan était président aux États-Unis, on a fait de la culture de la pauvreté, on a fait en fait que cette sous-culture devienne la culture du welfare, qu'on peut aussi appeler la culture de l'argent facile, qu'on n'a pas en fait à faire des efforts ou penser à l'avenir pour faire de l'argent, mais qu'il faut en fait l'avoir là maintenant. Pour les critiques du welfare, donc l'État-providence, les critiques de l'État-providence, les allocations deviennent des dus, accent chapeau, ou bien des droits. Voilà, ça devient des droits par des populations ayant perdu tout sens de responsabilité et n'incitent plus à travailler et encouragent en fait à faire des gosses hors mariage et à aller vendre de la drogue, à commettre des crimes au lieu de mener une vie honnête et une vie de travail, quoi. Face à cette rhétorique, Duvou nous dit que plusieurs chercheurs ont renoncé à utiliser la culture dans les questions de pauvreté et ne veulent plus lier les deux termes pour ne pas contribuer à cette rhétorique. Mais lui, par contre, Duvou, il n'est pas très d'accord avec ça. On peut faire des analyses scientifiques et empiriques sur le lien entre culture et pauvreté sans tomber dans cette rhétorique conservatrice. Il dit aussi qu'en faisant ça, on peut montrer que la façon dont les conservateurs utilisent ce terme pour faire une distinction manichéenne entre le pauvre méritant et le pauvre non méritant n'est pas du tout fondée scientifiquement. La critique sera surtout dirigée vers la méthodologie utilisée pour justifier la culture de la pauvreté. Premièrement, en voulant la présenter comme un phénomène homogène. Ça veut dire qu'on peut le comprendre à partir d'un seul prisme, c'est-à-dire le mérite ou la responsabilité individuelle, ou juste voilà, qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Genre c'est simpliste, quoi. En réalité, Duvou dit qu'il est très complexe et qu'il faut le comprendre selon 7 éléments à différencier. Les valeurs, les cadres, les répertoires, les récits, les frontières morales ou symboliques, le capital culturel et les institutions. Concernant les valeurs déjà, si la culture de la pauvreté dit que les pauvres sont pauvres parce qu'ils n'ont pas les bonnes valeurs, déjà c'est faux. Les études empiriques dont parle Duvou montrent souvent que les pauvres ont les mêmes valeurs que tout le monde, mais ne disposent pas des mêmes répertoires pour les appliquer. Les répertoires, en fait, sont les ensembles des stratégies et d'actions disponibles pour les individus selon leur contexte culturel. Il y a aussi la question du cadre qui entre en jeu. Le cadre qui est, en fait c'est la façon dont les gens en fait se conçoivent eux-mêmes. C'est en fait comment ils conçoivent le monde, leur entourage, et cette façon de se voir en fait va façonner leur action. Ce que les chercheurs trouvent, c'est que pas tous les pauvres, qui selon Lewis développent la même culture de la pauvreté, n'agissent de la même manière parce qu'ils ont des obstacles différents. Les latinos et les afro-américains par exemple, bien qu'ils sont tous les deux en fait dans des quartiers pauvres, dans des sociétés capitalistes, ne développent pas forcément les mêmes cadres. Ceci est dû à plusieurs choses. Déjà, au fait que leurs expériences diffèrent et donc ne développent pas les mêmes récits. Les récits, en fait, sont les histoires que les individus
construisent et donnent un sens à leur vie et à leur situation. Donc chaque individu construit un récit personnel de son expérience qui influence ses décisions et son avenir. Aussi, les cadres sont influencés par les frontières morales ou symboliques. C'est les distinctions conceptuelles effectuées par des acteurs sociaux pour catégoriser en fait des objets, pour catégoriser des gens, des pratiques, aussi bien que le temps et l'espace. C'est tout ce qui fait le statut, les privilèges, tout ce qui contribue à faire des distinctions hiérarchisées entre les gens en les classant dans un groupe auquel on donne des valeurs morales et qui servent à justifier les inégalités entre les groupes ou l'exclusion de certains. Par exemple, elles servent à distinguer les groupes sociaux et à définir qui est méritant ou non méritant. Et de là, ces distinctions influencent les politiques publiques et la perception des pauvres. À préciser aussi que les frontières morales ou symboliques ne sont pas institutionnalisées comme les frontières sociales. Ce sont les rapports de force comme l'exclusion qui se font parce que certains groupes en fait n'ont pas le capital culturel valorisé par les institutions plutôt que parce qu'il y a un apartheid ou des lois ségrégationnistes. Donc, ce qui va faire en fait ces frontières, ça va être le capital culturel, sa mobilisation et le rôle que jouent les institutions dans la valorisation des différents capitaux. Par exemple, on trouve qu'il y a une discordante culturelle entre le capital culturel nécessaire pour s'intégrer dans un groupe de pairs et celui qui est valorisé par l'école. Quand tu veux être membre dans un groupe d'amis, pour te sociabiliser, tu vas mettre en valeur une culture que l'école ne reconnaît pas. Tu vas parler de jeux vidéo, de films, de télé, de mangas, etc. Et chez les pauvres, la discordante est encore plus importante. En prenant en compte tous ces éléments, Duvaux insiste que la culture de la pauvreté n'est pas aussi homogène qu'on le croit et que les acteurs, en fait, agissent de manière très différente selon les cadres qu'ils développent. Un exemple tiré d'une étude citée par Duvaux, c'est la différence entre les latinos et les noirs aux États-Unis. Elle montre en fait que les latinos aident plus et plus explicitement en fait leurs membres, les membres de leur groupe en fait, à se faire employer. Selon l'étude en fait, cela tient au fait qu'ils ont moins souvent que les Africains des personnes sans emploi. Les quartiers en fait latinos sont moins touchés par le chômage, mais ils sont plus touchés par le sous-emploi en fait. Ceci est aussi dû à comment en fait les deux communautés se représentent la pauvreté. Les Noirs considèrent la pauvreté en termes moraux, c'est-à-dire en fait qu'ils se sont appropriés les croyances dominantes. Ils pensent plus en termes de mérite, alors que les communautés hispaniques ont plus confiance les uns envers les autres. Du coup, ils s'aident plus pour trouver de l'emploi, même si ça reste du sous-emploi. Ainsi, vous avez plus de solidarité et de travail dans les communautés qui n'appliquent pas l'éthos du capitalisme purement méritocratique, bien que ça reste des communautés pauvres. De leur côté aussi, les classes dominantes ont une perception des pauvres qui est déterminée par leur cadre. Duvaux cite deux époques où le cadre des classes dominantes a changé. Dans les années 60, lorsqu'on a déclaré la guerre à la pauvreté, et puis il y a les années 80, qui est l'époque néolibérale. Le rapport à la pauvreté a changé entre ces deux périodes. Dans les années 60, les pauvres étaient vus comme des victimes désarmées et désespérées, qui avaient besoin de transformation économique et qui étaient en fait des victimes de discrimination. La société était vue en fait comme plus responsable de leur sort. Ceux qui voulaient s'en sortir en fait ne pouvaient pas. Ceux qui ne le voulaient pas ou ne le voulaient plus étaient les victimes d'un contexte qui les empêchait de développer des valeurs convergentes avec le reste de la société. Dans les années 80, par contre, on a un double discours. D'un côté, ce sont les individus eux-mêmes qui sont tenus pour responsables de leur pauvreté. D'un autre, c'est le gouvernement qui les incite à rester dans la pauvreté. La dissolution de la famille est considérée comme le résultat de l'action du gouvernement dont la générosité produit une certaine dépendance envers l'aide sociale. Ce qui, comme on a vu, rend les pauvres paresseux et ne travaillent pas. Ils restent à attendre l'allocation du gouvernement. Du coup, là, c'est le welfare lui-même et non pas la pauvreté qui devient le problème. Il incite les pauvres à suivre en fait leurs intérêts les plus on va dire, leurs intérêts primaires, quoi, le plaisir et la facilité. La pauvreté est perçue comme l'absence ou la perte des valeurs les valeurs les plus courantes plutôt qui sont centrales dans la société, les valeurs familiales, éthiques, du travail, etc. Et les pauvres sont décrits
comme des acteurs en fait irrationnels qui s'adaptent aux incitations perverses de l'aide sociale. En gros, en fait, l'État-providence, la Sécu, les allocations, les aides, ils insistent en fait à concevoir des enfants hors mariage, et en fait, elles détournent aussi du travail. Et bien évidemment, il n'y a aucune donnée empirique, aucune étude scientifique qui prouve ça, hein, que les pauvres fassent des bébés hors mariage parce qu'ils ont l'État qui leur donne des allocs. Cette vision du pauvre qui est calculateur et qui sait ce qu'il fait, hein, qui n'est pas vraiment une victime, mais il est bien conscient de ses actions, bah ça n'a aucun fondement scientifique. En fait, les conservateurs ignorent ce qu'une vie dans une pauvreté chronique, avec la discrimination qui va avec, ils ignorent ce que tout ça fait au cerveau. Selon Duvaux, les compétences cognitives et verbales sont amoindries par l'environnement où vivent les pauvres. La discrimination, surtout, et sa reproduction dans le temps, expose des individus à des états psychologiques qu'on peut confondre avec des normes dans la mesure où ils semblent réguler leur comportement. C'est ça que fait le conservateur. Il pense que le comportement du pauvre est régi par des normes plutôt que par des pathologies psychologiques issues du stress, de la peur, de l'angoisse de vivre dans la pauvreté, dans la discrimination, dans le mépris, dans les violences policières, etc. Tout ceci crée en fait un cercle vicieux qui aliène le pauvre encore plus. Les effets psychologiques de la discrimination raciale et du statut économique se condensent dans des modèles comportementaux qui, en retour, renforcent la difficulté à s'intégrer au courant central de la société, ce qui renforce en fait encore plus ces effets psychologiques. Voilà ce que nous disent les données empiriques. Même si on veut lier la culture de la pauvreté, on n'arrive pas aux conclusions des conservateurs. On n'arrive pas à une culture de la pauvreté, comme le conservateur le comprend. Hein, ce qu'on trouve plutôt, c'est juste une guerre, non pas à la pauvreté, ni même au welfare, mais une guerre aux pauvres eux-mêmes. Et ces guerres aux pauvres ne sont pas seulement des attaques sur les pauvres, mais également un moyen de porter des mesures et des biais xénophobes et racistes. La culture du pauvre peut être utilisée pas seulement pour exclure les pauvres, mais aussi pour exclure toute culture qu'on juge problématique. En France, comme aux USA, et partout en fait dans le monde avec la montée des pensées fascistes, on essaye de foutre dehors des communautés religieuses, sexuelles ou ethniques par cette même rhétorique. La culture du pauvre n'est pas seulement une idée méprisante pour les classes économiques les plus défavorisées, mais aussi pour les groupes sociaux. Puisque l'idée de la culture du pauvre, c'est la pseudo-incompatibilité entre cette culture et la réussite, on peut dès lors sortir l'argument que toute vie qui n'est pas une réussite est forcément due à une culture défaillante. La culture du pauvre devient ainsi synonyme de culture musulmane ou culture africaine pour désigner en fait les minorités ethniques ou religieuses qui n'arrivent pas à s'adapter. À la culture du succès, la culture de l'homme démocratique, laïque, civilisé, moderne et méritant. Donc, les musulmans et les Africains en France, et en Tunisie aussi, ils doivent dégager parce que leur mode de vie est incompatible avec le nôtre, celui des hommes civilisés, cultivés et qui visent la réussite. À la note 29, Augin il mentionne Françoise Dumont. À l'époque, c'était la vice-présidente de la LDH, la Ligue des droits de l'homme, puis présidente de 2015 à 2017. Elle a fait une critique d'un livre d'un sociologue qui s'appelle Hugh Lagrange, qui s'intitule « Le déni des cultures ». La thèse de ce livre, c'est qu'il y aurait un tabou en France, de la part de la gauche, qui est de parler de la culture des immigrés, mais qu'on ne peut pas, garder le silence dessus, quoi. C'est ça en fait le déni des cultures, c'est nier le rôle que les cultures jouent dans l'intégration des populations immigrantes dans les sociétés d'accueil. Donc lui, il va analyser les émeutes de 2005 et il va affirmer que les jeunes d'origine sahélienne sont très touchés par l'échec scolaire, la délinquance et les explosions de violence dans leur quartier. Et donc bon, en fait, le mec croit qu'il a inventé l'eau chaude, hein, mais tout le monde le sait déjà. Le problème, c'est dans les causes de ce phénomène. Pour Lagrange, les causes sont simples. La culture de ces quartiers est inadaptable et incompatible avec la République. La situation préoccupante des jeunes tiendrait aux structures familiales dont ils sont issus. C'est la polygamie,
c'est l'autoritarisme excessif des pères et la soumission des mères à un mari souvent plus âgé qu'elles et la suraffiliation à des liens locaux. C'est-à-dire en fait que les jeunes ont une relation trop excessive avec leur pays d'origine des parents. Ils n'arrivent pas en fait à se détacher du Sahara pour faire allégeance à la France. Et c'est ça qui fait que les jeunes noirs se font contrôler 10 fois plus que les blancs. Et ça, avec des cours de morale à l'école, il pourrait faire son deuil. Voilà, il pourrait faire, voilà, le jeune africain, il pourrait faire le deuil de son pays de barbares et accueillir la civilisation française. En fait, le retour de la morale à l'école, à part faire culpabiliser les pauvres, sert aussi à viser et véhiculer des stéréotypes racistes envers des minorités. Il s'agit aussi de leur faire assimiler leur culture avec l'échec, de les encourager à abandonner leurs racines et leur culture pour adopter celle de la France. C'est un nettoyage idéologique en fait, exactement le même que la colonisation des esprits. Le sous-entendu de la morale à l'école, c'est que tu es un délinquant, tu es un dealer de drogue, tu es un braqueur, tu es un criminel. Et le seul moyen de nous prouver le contraire, c'est en prenant des cours de morale qui te rappellent que tu es une petite merde en fait. Toute la frustration qu'on voit souvent, les agressions que les profs subissent de la part de certains élèves, que la droite s'empresse toujours de récupérer et de nous dire « Voyez ces musulmans, voyez ces arabes, voyez ces noirs, vous voyez qu'ils ont besoin de morale ». C'est à ça en fait, c'est ça que cherchent à faire ces programmes. Ils veulent diminuer l'importance du facteur social dans l'explication de la délinquance ou de l'échec scolaire parce que, comme ça, ils peuvent faire porter toute la responsabilité sur les élèves, sur leurs parents et surtout sur les pauvres et les indésirables. Le retour de la morale à l'école, c'est juste une autre étape dans la guerre aux pauvres pour les rendre responsables des injustices qu'ils subissent. Ce sont des programmes qui visent intentionnellement les pauvres et les étrangers. Ce ne sont pas en fait des programmes pour l'ensemble de la population, mais seulement pour ceux qu'on considère comme des populations à risque. Citation. Lorsque le ministre qui présente la morale à l'école annonce ce retour en fanfare, ce n'est probablement pas parce qu'il s'inquiète du comportement des élèves de Louis le Grand ou d'Henri IV. Il pense plutôt aux jeunes des quartiers, supposés dangereux, violents, incivils. C'est un projet pour discipliner les pauvres, pas les riches. Donc ce genre de programme devrait être le dernier à être soutenu par la gauche. Et pourtant, une partie de la gauche aussi s'y met. La gauche aussi soutient ces programmes. Péllon, c'est un membre du Parti socialiste, mais voilà, la gauche aussi se met à stigmatiser les pauvres. De tels discours, en fait, servent certainement des intérêts démagogiques. Déjà, dire que le problème de l'école, de la violence qu'on y trouve, c'est dû à une absence de cours sur la morale à l'école, c'est en fait un moyen d'éviter les vrais problèmes. Pas seulement ceux des élèves, de leur environnement qui est le résultat non pas de leurs parents mais des politiques publiques, mais aussi ceux des profs. Les enseignants ne demandent pas d'être protégés des élèves violents par des cours de morale ou en leur faisant réciter par cœur les fables de La Fontaine. Le problème, en fait, c'est une question de moyens avant tout. C'est un manque de postes ou de formation des enseignants, une baisse des revenus, etc. L'idée que le problème de l'école est culturel et non économique, et le projet associé de faire revenir à l'école la morale, permet en fait de masquer les problèmes des enseignants et de l'argent public. Ce n'est pas un manque d'effectifs et d'enseignants, parce qu'on refuse en fait de les embaucher par exemple à cause d'un manque de moyens ou on se contente de les mettre dans la précarité. Non, ce n'est pas en fait les coupures injustifiées dans l'argent public et les budgets de l'éducation. C'est pas une question d'argent ou de moyens ou d'infrastructures ou de matériel pédagogique. Non, le problème, c'est juste la morale. En fait, ce genre de logique est certes idéal pour des objectifs électoraux, comme dit Augien. Dépenser plus ne sert à rien car ce qui manque à l'école, ce n'est pas l'argent mais la morale. C'est un slogan qui passe probablement mieux que l'éducation n'est plus une priorité de l'État. Voilà, l'éducation n'est plus une priorité de l'État. Voilà, en fait, il n'est pas du tout difficile de voir l'opportunisme électoral de ce genre de discours et de programme. Les syndicats les dénoncent dès qu'ils sortent, en fait, parce que
dès que ces discours sortent, en fait, parce que leur objectif est de réunir un électorat conservateur, en fait. Chaque fois qu'on annonce le retour de la morale à l'école, les syndicats dénoncent une manœuvre destinée à masquer les véritables problèmes de l'école, que ce soit les suppressions des postes ou bien le manque de moyens mis en œuvre dans les établissements pour aider les élèves en difficulté et une opération de communication destinée à flatter un électorat conservateur toujours demandeur d'ordre moral. Donc c'est ça en fait les autres motivations politiciennes de ces circulaires. Sébastien Cyr l'a déjà signalé, le mot moral, alors on a déjà dit qu'il était Sébastien Cyr, c'est je crois le président d'un des syndicats des enseignants, on l'a cité la dernière fois. Le mot moral en fait est repris intentionnellement pour flatter une partie de l'opinion publique en période électorale. Pour le citer encore une fois, il dit « le mot moral » évoque une sorte d'âge d'or de l'école. Voilà, le mot moral évoque un certain âge d'or de l'école, une sorte d'âge d'or de l'école, avec des relents conservateurs. Ce qui est la pire chose à faire, humainement, c'est précisément ça. Parce qu'en 2011, il y avait des dénonciations de la paupérisation des institutions et la suppression de 16 000 postes dans l'enseignement. Du coup, tu as une montée des indignations des écoles privées et publiques à cause de ces circonstances. Les enseignants et les syndicats réclament des solutions. Les parents sont de plus en plus inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Tous, en fait, attendaient des mesures du ministre de l'Éducation. Mais là où ils attendaient des augmentations des salaires et des effectifs, des moyens pédagogiques plus efficaces et plus modernes, les mesures d'accompagnement pour les élèves en difficulté, etc., au lieu de ça, ils ont eu des programmes de morale. Comme d'hab, ce sont les solutions magiques et faciles qui le ministère et les candidats électoraux espèrent que leur public est trop con pour voir le foutage de gueule. La panique morale a toujours été le moyen préféré des démagogues pour éviter les vrais problèmes. Or, concernant les syndicats, non seulement la morale à l'école est une distraction et déviation des problèmes réels, c'est un programme en fait qui passe à côté d'une réalité beaucoup plus fondamentale selon les syndicats. Les circulaires de remettre la morale à l'école sont des écrans de fumée, des contre-feux destinés à masquer des véritables problèmes de l'école et des opérations de communication. En réalité, la morale à l'école ne sert à rien parce que, comme Cyr l'explique, la morale ne manque pas à l'école. Les enseignants n'ont pas attendu la circulaire du ministre pour éduquer en fait les élèves sur le vivre ensemble. D'ailleurs, il n'y a pas en fait de manque de morale, mais plutôt un excès. Et c'est ça d'ailleurs le problème aussi. Les syndicats qui relèvent ce problème, ils disent que la morale n'a jamais quitté l'école. Elle est toujours enseignée, mais elle est enseignée un peu trop. Cet excès se trouve déjà dans le système de notation. Comme le dit Augien, le simple fait de vouloir faire vivre les enfants à l'école selon un système d'évaluation et de notation fondé sur l'idée du mérite individuel exprime déjà une certaine conception morale dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne fait pas l'unanimité. Ce système est loin d'être la règle dans tous les systèmes scolaires des autres pays démocratiques. Alors ceci rejoint en fait nos discussions sur la pluralité des valeurs déjà. L'école française et tous les modèles qui y ressemblent fonctionnent selon le mérite. Mais pourquoi cette valeur-là? On sait en fait que d'autres systèmes scolaires ne placent pas tant d'importance au mérite. Augien mentionne dans la note 36 le système scolaire finlandais, qui est aux antipodes du système français. La référence, c'est les dossiers École ailleurs, cahier pédagogique. Ce sont des dossiers en fait qui témoignent des efficacités des systèmes alternatifs. Vous pouvez en fait trouver ça sur Google en PDF, tapez école ailleurs, cahier pédagogique, et vous trouverez. Il contient en fait 7 dossiers, l'école de Belgique, Italie, Finlande, Angleterre, Québec, Suisse, et le dernier dossier sur les écoles du Maghreb dans le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Augien, lui, il se réfère au 3e dossier, celui de la Finlande, qui est coordonné par, alors je suis pas sûr de la prononciation, mais c'est, je vais essayer de prononcer, je vais écorcher, je vais défoncer son nom, Päivi Sihvonen. C'est de l'université de Helsinki,
Helsinki. Comme j'ai dit, pas sûr de la prononciation. Et bref, en fait, ce dossier est essentiellement une comparaison entre les deux systèmes scolaires, finlandais et français. La différence principale, c'est que le système finlandais est basé sur la coopération, alors que le français sur la compétition. Il n'y a pas d'examen en Finlande durant les 9 ans de scolarité unique. L'école commence à 7 ans et dure 9 ans. À 16 ans, les élèves passent au lycée et l'enseignement professionnel. Donc il n'y a pas de collège. Et ils reçoivent un certificat à la fin du cycle. La pédagogie finlandaise adopte une approche constructiviste, c'est-à-dire qu'elle encourage la participation active de l'élève dans la construction du savoir, alors qu'en France, l'élève est beaucoup plus passif. En France, c'est surtout par mémorisation et par récitation qu'on enseigne, et qu'on s'attend à ce que l'élève reproduise son savoir sur la copie. Le dossier, en fait, a cette phrase importante, « On veut que l'élève produise une prestation en France, il est censé impressionner le prof en lui recrachant ce que le prof lui a enseigné. » En Finlande, par contre les professeurs, ils exposent et ils expliquent et discutent en classe. Il y a bien un lien élève-professeur qui est beaucoup moins formel et plus organique qu'en France. D'ailleurs, en Finlande, les profs sont souvent tutoyés par les élèves, alors qu'en France, il faut les vouvoyer. C'est un système qui veut donner en fait plus de place à l'enfant dans son éducation, et cette relation très informelle entre le prof et l'élève en fait partie. Le prof lui-même n'est même pas considéré comme supérieur à l'élève, mais comme une espèce de collègue qui l'accompagne. Donc on évite de faire sortir... En fait, on évite de faire sentir à l'élève qu'il est dans une situation qui le dépasse, sur laquelle il n'a aucun contrôle. On veut au contraire l'impliquer le plus possible dans sa scolarité, dans la vie de l'école, on sollicite souvent son avis, etc. Alors qu'en France, il est souvent mis à l'écart de tout. Tout se passe entre les profs et les parents des élèves, c'est eux en fait qui décident de tout pour lui, et lui, il n'a qu'à suivre. Alors que chez les Finlandais, si un élève a des problèmes, le prof essaye de l'aider à les résoudre par lui-même. Il ne fait intervenir les parents qu'en dernier recours, en fait. Un moment dans le dossier, il y a marqué en fait que la psychologie ou le bien-être de l'enfant sont rarement pris en considération dans les échanges entre profs et parents, et souvent ça devient en fait des dialogues de sourds en France. Il y a donc en fait une atmosphère beaucoup plus stressante en France qu'en Finlande, et ça s'explique par les exigences du système. Les parents qui sont obsédés par les performances de leurs gosses, et ça en fait c'est pas bon du tout. Ça crée des tensions entre eux, de la rivalité, des comparaisons, etc. Et ça va influencer leur rapport au savoir. L'élève ne voit plus le savoir comme un bien, comme un plaisir pour apprendre, il le voit comme un moyen de gagner du prestige et de la reconnaissance de son milieu, qui est toujours trop exigeant. On voit la différence lorsqu'en Finlande, on valorise le progrès et on évite en fait de souligner les échecs des enfants, alors que dans le système français, c'est sur les échecs qu'on va se focaliser et qu'on accorde plus d'importance. Les gosses en fait sont submergés de travail, soi-disant pour les initier au mérite et à la responsabilité individuelle. Et en fait, ils se retrouvent en fait à faire de longues heures, des heures, les heures ils sont très longues et les rythmes sont très intenses en France. En France, en fait, dès l'arrivée à l'école, l'enfant en fait se tape des journées longues avec des devoirs à faire à la maison qui n'en finissent pas. En Finlande, l'école commence à 7 ans et avec des journées plus courtes, 3 à 4 heures. On met en fait l'accent sur le jeu et des façons en fait d'apprentissage qui ne donnent pas l'impression d'être un travail. On respecte les rythmes de chacun et on s'adapte en fait au niveau des élèves. Il y a rarement des redoublements parce qu'il y a du soutien scolaire justement. Tout ça en fait c'est pour faire comprendre à l'enfant qu'il est bien entouré, qu'il n'est pas en fait en compétition avec ses camarades ou qu'il doit en fait séduire les adultes en jouant les intellos. La compétition et la comparaison en fait, la comparaison des notes sont omniprésentes en France. En Finlande par contre, l'élève peut compter sur ses camarades, plutôt en fait qu'il doit se comparer à eux, etc. C'est la solidarité et la coopération qui sont en fait le moteur principal de l'enseignement en Finlande. Donc les enfants reçoivent déjà un enseignement moral. Il est juste orienté vers d'autres valeurs que le mérite.
D'ailleurs, en fait, il y a une matière dans l'enseignement finlandais qui est la religion et la morale, mais c'est non confessionnel. C'est-à-dire en fait que le prof n'a pas besoin d'adhérer à la religion qu'il enseigne, et c'est surtout une question de culture générale en fait. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre la religion chrétienne, qui est la majoritaire en Finlande, mais aussi les autres religions. À la base, la Finlande est un pays homogène ethniquement. Mais depuis les années 2000, il y a des vagues d'immigration et donc des minorités religieuses s'y sont installées. Et contrairement en France, qui veut combattre la diffusion de ces croyances à coups d'amalgame, en Finlande, ils sont intégrés dans le programme. Ça aussi, en fait, ça a une dimension morale, comme la tolérance et la xénophilie. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des soucis pour trouver des profs qualifiés. Les profs spécialistes en janisme, par exemple, ça court pas les rues en Finlande. Mais vous comprenez l'idée. Donc, en France, le système de notes qui nous évalue selon le mérite est en soi un enseignement moral pas très différent des thèmes abordés dans la circulaire qui essaie de faire revenir la morale à l'école. On a vu qu'elle est déjà très orientée vers le mérite et la responsabilité personnelle. Ce que le programme veut enseigner aux enfants, c'est adopter une éthique purement méritocratique. Mais tous les programmes scolaires le font déjà. On demande déjà énormément d'efforts moraux de la part de l'élève, puisque le niveau de mérite et de responsabilité qu'on demande de lui, franchement, n'est pas du tout raisonnable. Demander à l'élève, une fois qu'il est dans la classe ou devant sa copie d'examen, de faire abstraction des facteurs sociaux de son existence, ça, c'est utopique. L'effort moral que ça demande, c'est impossible à faire, sauf si on triche. Mais ceci est dû à un déséquilibre dans l'apprentissage moral. Encore une fois, le mérite n'est pas une valeur morale absolue ou universelle qui englobe tous les autres. On a déjà vu dans les vidéos précédentes le biais que font les précédentes générations par rapport aux nouvelles. Elles ne se reconnaissent pas dans les valeurs de leur enfant, du coup, ils concluent que la nouvelle génération ne doit pas avoir de valeur morale, que la nouvelle génération est immorale. Ils ne disent pas, ah bah tiens, il n'y a pas que le mérite finalement comme valeur morale, mais il peut y en avoir d'autres, mais ils disent plutôt, oh mon Dieu, mon enfant ne pense pas au mérite, ou ne considère pas le mérite avec la même intensité que moi, il est devenu immoral. Donc, en fait, ne pas partager les mêmes valeurs que nos parents devient synonyme d'immoralité. Ça s'inscrit très bien en fait dans cette obsession que Jules Ferry prônait, en fait, cette obsession qu'il avait sur cette bonne antique morale de nos pères. Si tu dévies, on ne reconnaîtra pas d'autres valeurs morales légitimes, mais plutôt on va reconnaître une absence de morale tout court. Donc les conservateurs demandent déjà beaucoup de morale, mais en plus, ils demandent une conception spécifique de la morale et qui sanctionne les manifestations de morale alternatives basées sur le besoin ou sur l'équité ou sur la compassion. Ces morales-là vont être vues comme de la faiblesse par rapport à celle qui met le mérite comme valeur suprême. Et ainsi, toute défaillance ne sera pas vue comme le résultat d'un excès d'une certaine conception de la morale qui en demande trop aux élèves, mais comme l'absence de cette conception, ou plutôt l'absence de toute conception morale. C'est comme en fait dans ce mime, en fait, le mime qui dit en fait si la violence ne résout rien, c'est que tu n'en utilises pas assez. Voilà. Alors qu'en réalité, le problème c'est qu'il y a un excès. Tu vois, c'est pas en fait oh là là putain les élèves ils ont pas assez de morale, mais non, c'est parce que tu veux leur inculquer beaucoup trop de morale et en plus de ça de morale méritocratique uniquement, en mettant de côté en fait toutes les autres formes de morale ou bien alors en fait tu dis non mais c'est bien aussi la coopération et c'est bien en fait la compassion et tout ça, mais tu mets ça dans un système qui est contradictoire entre d'un côté la coopération, mais d'un autre côté putain le mérite il prime quoi. Et donc le problème c'est que pour le conservateur, le problème n'est jamais qu'il y a trop de valeur, en fait, il n'y a jamais trop de sa valeur favorite, hein, c'est-à-dire la valeur qu'il préfère, le mérite, mais qu'il n'y en a jamais assez. Du coup, il faut en injecter plus de mérite. Et donc, on ne se contente pas de moyens indirects, comme la notation. Maintenant, en fait, on va demander d'apprendre carrément par cœur des cours, par cœur, en fait, des axiomes morales sur lesquels on va te noter aussi, bien sûr, donc plus de mérite. Mais plus sérieusement, puisqu'on a un excès de la morale, à quoi ça rime de vouloir la ramener à l'école? Encore une fois, rien ne l'explique mieux qu'une volonté d'ignorer les problèmes de l'école, de l'institution, des enseignants, des conseillers, des pédagogues, des élèves et des parents. Ce sont en fait des programmes qui ne riment à rien et qui, pour avoir en fait la moindre légitimité,
Ils doivent forcer dans l'esprit du public une image fausse de la réalité. Ils doivent présenter les écoles, surtout les écoles publiques et les écoles dans les quartiers défavorisés, comme un véritable enfer de violence et d'incivilité. Ils espèrent qu'en faisant ça, qu'en faisant assez peur au public, tout le monde se mettra à demander plus de morale et éventuellement, les voix qui réclament des changements réels au niveau des structures, des institutions, périront. Parce que même si on admettait que leur diagnostic soit vrai, que l'école c'est devenu le terrain de barbarie, qui pourrait en fait, qui est vraiment en fait l'ensauvagement, l'incivilité, tout ça, l'incivilité et tout ça, même si on prenait en fait au sérieux leur diagnostic, qui pourrait prendre au sérieux leurs solutions? Qu'un cours de morale hebdomadaire, même évalué et noté, pourrait changer quoi que ce soit. Même si on accepte, ok, les jeunes noirs et les arabes des quartiers populaires, les jeunes punks et les métalleux, tout ça c'est des barbares qu'il faut civiliser. Ok, d'où est-ce que des cours hebdomadaires de la pensée morale vont y changer quoi que ce soit? Donc le vrai objectif en fait de ces programmes, ce n'est pas de régler le problème, puisque personne ne peut y croire. L'objectif, c'est un autre. C'est de déresponsabiliser les politiques et tout mettre sur le dos de ces jeunes qu'on qualifie de barbares. Ces programmes, peu importe de quel bord politique ils viennent, ont selon Augien l'avantage de faire porter la responsabilité de la misère de l'institution scolaire sur les jeunes barbares. Quand on ne peut pas changer l'institution, faute de moyens, on peut toujours accuser les jeunes qui n'ont aucun avantage à en tirer de la détruire. Lorsque le projet de ramener la morale à l'école vient de la gauche, je ne crois pas que sa fonction puisse être très différente, en dépit de la rhétorique progressiste dont il est habillé. Voilà donc pour ce chapitre sur le retour de la morale à l'école. Donc voilà, on vient de le finir. La semaine prochaine, nous allons en fait commencer un nouveau chapitre, le chapitre 8, qui s'agit en fait des atteintes à la liberté d'émigrer. Donc on va parler d'immigration la semaine prochaine. Donc un autre chapitre en fait qui montre comment la morale conservatrice, cette morale conservatrice, comment est-ce qu'elle est aussi utilisée pour attaquer les droits des immigrés, pour attaquer en fait leur intégrité physique, et même en fait leur intégrité morale, psychologique, etc. Et donc du coup, voilà, la semaine prochaine, chapitre 8, les atteintes à la liberté d'émigrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Et comme d'hab, un petit pouce bleu, abonnez-vous, la cloche et tout ça, le petit commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le 8e chapitre